bonjour à toutes et tous. C'est pour moi un grand plaisir de mener cette discussion avec les cinq intervenants que je vais appeler à me rejoindre dans quelques instants. C'est une question intéressante et importante puisque finalement elle met à jour des questions qui sont liées aux dynamiques concurrentielles. La pression pour l'innovation trouve son origine en partie dans beaucoup d'industries, dans l'accélération ou le raccourcissement des cycles de vie des produits, des cycles industriels, des cycles commerciaux, et amène les entreprises à s'interroger sur ces nouvelles façons d'innover. On parle beaucoup d'exemples d'acteurs qu'on appelle historiques, et puis on parle aussi beaucoup de nouveaux entrants qui utilisent aussi ces stratégies d'ouverture pour prendre une place sur un marché dans lequel elles n'étaient pas invitées. Des exemples qui viennent des États-Unis à l'origine, avec Procter & Gamble qui avait lancé sa plateforme Develop and Connect, qui permet à des PME de venir proposer des innovations et aussi de proposer des opportunités de valorisation des brevets de Procter & Gamble que Procter & Gamble n'avait pas eu l'occasion de développer sur le marché. Et ce sont bien ces deux dynamiques qu'on va voir illustrées dans la table ronde qui va suivre. Une dynamique outside in, aller chercher à l'extérieur des savoirs, des innovations, des brevets pour les approprier, les intégrer, les développer. Et une logique inside out, permettre à des technologies, des brevets, des développements de s'émanciper de l'organisation d'origine pour aller trouver une solution par des partenariats. Alors, je parlais de nouveaux entrants qui utilisent des stratégies d'ouverture. On a quelques exemples dans d'autres industries que l'industrie nucléaire. On a beaucoup parlé de Tesla, donc la start-up qui n'en est plus vraiment une dans l'industrie automobile électrique, qui a fait une annonce tout à fait significative il y a maintenant presque 18 mois, puisque cette entreprise qui avait développé une technologie unique a fait le choix de mettre à disposition ses brevets auprès d'une communauté d'industriels et de particuliers pour qu'elles puissent s'en saisir. Alors ces mouvements-là interrogent, puisque l'industrie automobile n'avait pas pris pour habitude de mettre à disposition sa propriété intellectuelle. On va voir comment les choses évoluent pour Tesla et pour l'industrie. L'histoire n'est pas encore terminée. Alors, ces démarches d'ouverture, elles se développent dans des industries comme l'aéronautique, mais aussi dans la pharmacie, qui a été confrontée à un enjeu dans la santé, un enjeu important de redéfinition des mécanismes d'innovation. Et la question qu'on va se poser ensemble dans l'heure qui vient, c'est de voir dans quelle mesure ces démarches-là sont appliquées et utilisées parmi les acteurs de la filière nucléaire. Quelles sont les zones de pertinence de ces démarches? Sont-elles complémentaires des démarches d'innovation plus habituelles ou plus classiques? Quelles sont les conditions d'une bonne synchronisation? Alors, je vais tout de suite appeler nos intervenants à me rejoindre. Benoît Veil, Nathalie Collignon, Stéphane Ploy, Bertrand Gauvin et Jean-Charles Guibert. Bonjour à tous. Merci Valérie, merci à la Sven de nous donner l'opportunité aujourd'hui de présenter cette initiative Areva Innovation PME qui, comme l'a présenté rapidement Louis-David, vise à favoriser l'innovation collaborative entre Areva et les PME innovantes françaises. Concrètement, même si la diapo n'arrive pas, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Areva Innovation PME permet d'associer les solutions qui sont développées par les PME et les startups françaises pour les associer à nos projets de développement et répondre à nos propres besoins d'Areva et aux besoins de nos clients. Elle permet en fait d'accélérer nos cycles d'innovation tout en soutenant le développement de l'écosystème industriel. L'écosystème, vous vous souvenez, tout à l'heure, ce matin, on en a parlé, c'est un environnement qui est très important, je pense, pour l'innovation et en particulier l'innovation collaborative. On peut le faire a cappella, c'est pas un souci. Donc, slide 2, s'il vous plaît, la 3. Voilà, merci. Donc, Areva Innovation PME, vous l'aurez compris, c'est une démarche d'open innovation
construite délibérément dans une approche gagnant-gagnant. Elle répond en fait à 3 attentes exprimées par les PME qu'on a rencontrées avant de construire cette initiative et qui nous posaient un certain nombre de questions, en particulier en termes de contact, en nous disant « moi je suis une PME, quand j'essaye de rencontrer quelqu'un chez Areva, je ne sais pas du tout à qui m'adresser ». Donc pour répondre à ce besoin, on a mis en place une plateforme d'échange, un site internet qui est une porte d'entrée en fait aux PME chez Areva. L'autre point qui les souciait, c'est de dire nous PME start-up, certaines de nous, on travaille dans le nucléaire, hein, celles qui sont en particulier dans le pôle nucléaire de Bourgogne, mais il y en a d'autres qui nous disent, nous, on ne sait pas du tout ce que c'est que le nucléaire, on n'a jamais travaillé dans le nucléaire, on travaille dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans la défense, mais en fait, quels sont vos besoins spécifiques auxquels on pourrait répondre? Et donc, on s'est engagé à leur donner un peu plus de visibilité quant à nos besoins spécifiques. Et ça passe par l'intermédiaire de challenges que l'on poste sur ce site internet dont je viens de vous parler. Et puis le troisième point, qui est un point dont on entend beaucoup parler quand une PME ou une start-up va travailler avec un grand groupe, c'est le sujet de la propriété intellectuelle. Ces PME nous disaient, oui, mais vous êtes un grand groupe, vous allez encore nous piquer toute notre propriété intellectuelle. Donc on a mis en place une démarche qui permet de gérer très tôt, au démarrage des projets, ce sujet de propriété intellectuelle et en particulier, on propose aux PME d'exploiter les résultats de nos travaux de co-développement dans les autres domaines que ceux d'Areva. Et ça, c'est un point qui les intéresse énormément. C'est aussi gagnant pour Areva, mais ça on en parlera tout à l'heure dans le sujet de la table ronde. On parle d'associer la capacité d'innovation et l'agilité, la flexibilité des PME à l'expérience et l'expertise d'Areva. On parle de booster nos portefeuilles de projets et quelque part c'est une façon peut-être mineur pour l'instant, mais de contribuer à ces fameux sauts technologiques et sauts de compétitivité dont la filière a besoin. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, Areva Innovation PME, ça se matérialise par un site internet. Donc, vous voyez l'adresse que je lis à l'envers dans le miroir là-bas, donc c'est difficile, mais www.innovationpme.areva.com. Si vous êtes une PME dans la salle, n'hésitez pas à proposer votre solution sur ce site, en particulier si la solution que vous développez est innovante. Comment on rencontre les PME? Donc, on les rencontre par l'intermédiaire de ce site, mais on les rencontre aussi à l'occasion de journées que l'on organise à la proximité de nos sites industriels pour justement faire rencontrer nos collaborateurs, les PME, et aussi sensibiliser ces PME, ces startups à notre environnement puisqu'on leur fait visiter nos usines. 900 inscrits, non 940 aujourd'hui. On signe le 17e contrat vendredi et donc ça marche assez bien. Je voulais juste donner, puisqu'il ne me reste pas beaucoup de temps, slide suivante, 2 exemples de contrats des 2 derniers contrats qu'on a signés. Ce sont des sujets, comme vous voyez, qui proposent des solutions technologiques en rupture, puisque à droite, vous avez la société Varin qui propose un bras articulé gonflable qui permet de réaliser des inspections dans des zones assez difficiles d'accès sans risquer d'endommager les équipements qu'il viendrait à lécher au moment de l'inspection. Et puis la société Diota, avec laquelle on est en train de développer un dispositif mobile qui permet de mesurer les écarts entre tel que construit et tel que conçu. Et ça, ce sont 2 innovations qu'on aurait sans doute su développer en interne, mais qui nous auraient certainement coûté un peu d'argent, et étaient réalisées dans des délais plus longs que ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il y a la société Silma qui est là dans la salle. Alors, Valérie l'a peut-être pas précisé, mais ils pitcheront tout à l'heure? Ah, d'accord. Bon, donc vous verrez aussi Manzalab et Silma, qui sont 2 PME qu'on aime beaucoup, qui développent des solutions assez intéressantes, qui font partie de notre portefeuille de futurs projets, j'espère.
Alors on bascule sur une thématique proche avec quelques variétés évidemment, avec Stéphane Ploy qui va nous parler justement de ce qui se passe chez EDF sur ces questions d'innovation, d'expérimentation, d'essaimage. Donc moi, ça va être beaucoup plus simple, il n'y a qu'un seul slide, donc j'espère que vous réussirez à le voir avant la fin de mon speech. Alors, hackathon, développement agile, Fab Lab, qu'est-ce que ces différentes solutions d'innovation ont en commun? Je vais vous présenter au moins 2 éléments qui sont communs à ces différentes approches, qui vont être d'une part le fait d'avoir la possibilité de mettre en place des rétroactions. Donc c'est au sein de ces différents dispositifs, on va inviter des gens qui vont être là pour donner les contraintes de l'utilisateur final et qui vont être capables de donner un feedback, et un feedback rapide. Et donc ça, c'est le deuxième point commun, ça va être le temps. Le temps de l'innovation est un temps très particulier. Et je vais vous donner un exemple. Le temps de l'innovation, il y a le temps de la créativité, le temps de l'échange humain. Et ce temps-là est très fondamental dans nos échanges sociaux. Un petit exemple. Voilà, donc on voit les sourires qui commencent à arriver. Vous voyez qu'à moins de 10 secondes, dans un échange social, on commence à avoir une certaine gêne qui va s'installer. Donc le temps est critique dans la possibilité d'interagir entre différentes personnes. Et donc au sein de ces différents dispositifs, dans le Fab Lab par exemple, on va avoir des moyens technologiques aujourd'hui qui vont nous permettre de rapprocher le temps de la créativité, le temps de l'échange social, du temps de la création. On va rendre physique l'objet sur lequel on travaille, ce qui va nous permettre non seulement d'avoir des idées plus rapidement, mais d'avoir des idées différentes. Différentes puisqu'on va pouvoir faire plusieurs itérations sur un même objet et raffiner largement au-delà de la première idée l'objet de notre travail, et donc d'aboutir à plusieurs essais qui vont nous permettre après de choisir la meilleure innovation dans un second temps. Alors, quelques exemples. Comment est-ce qu'on va utiliser ces démarches-là au sein d'EDF? Donc, moi, je vais vous parler de l'intérieur. Je n'organise pas l'innovation globalement pour EDF, mais je participe, j'anime un groupe qui met en œuvre ces dynamiques pour créer des solutions. Alors, des petits exemples sur le développement logiciel. Donc, développement logiciel, une des démarches qui est la plus connue aujourd'hui, c'est le développement agile. Le développement agile, ça consiste à mettre une équipe de personnes qui va maîtriser la technique, qui sont en capacité de rapidement instancier sous forme de logiciel des idées, et de mettre en face de ces personnes-là, éventuellement à proximité immédiate des gens qui vont être amenés à utiliser les logiciels, des représentants des utilisateurs finaux qui vont permettre de mettre en place ces boucles d'itération rapides. Eh bien, c'est ce que nous avons fait. Donc, vous voyez en haut à gauche une représentation de l'application qu'on appelle IBR, comme le bâtiment réacteur numérique, qui va nous permettre de préparer les interventions de maintenance dans les bâtiments réacteurs, et ceci de façon virtuelle. Alors, comment est-ce qu'on a réussi à développer cette application pour qu'elle soit réellement utile dans le quotidien? Eh bien, les équipes de développement, qui sont composées de quelques personnes d'EDF Recherche et Développement, 2 prestataires qui viennent apporter la force de frappe en termes de développement, sont partis sur site, en CNPE, quelques jours, et on fait à cette occasion-là des itérations avec les gens qui seraient amenés à faire des opérations de maintenance. Donc voilà un premier exemple. Dans le développement logiciel, ces itérations rapides donnent aujourd'hui de très très bons résultats. Deuxième exemple, en haut à droite, là la problématique c'était de travailler sur un nouveau design d'une machine de rechargement pour l'optimiser et améliorer les temps et diminuer surtout les risques de dysfonctionnement. Et donc là, au sein de laboratoire Fab Lab I2R d'EDF Lab, se sont rassemblées différentes personnes, des designers industriels, des gens du site qui venaient pour porter les vraies contraintes industrielles, et des animateurs, des professionnels de l'innovation qui viennent animer cette séance pour la rendre productive. En 2 jours, 5 designs ont été proposés, et 6 mois plus tard, le premier prototype est aujourd'hui mis en œuvre. Donc un raccourcissement énorme de la démarche d'innovation.
La troisième partie, c'est la partie essaimage, Open Innovation. Donc, en partant historiquement d'un brevet de EDF Lab, on est amené à créer une start-up à l'extérieur. EDF Lab et la start-up continuent ensemble un bout de chemin sous une démarche de co-développement dans lequel on partage une partie de la roadmap des produits qui correspondent aux besoins d'EDF, mais cette roadmap aussi est étendue par la start-up pour trouver un marché largement au-delà du marché propre EDF. Et enfin, je vais conclure en vous invitant à participer au concours d'innovation EDF Pulse. Alors EDF Pulse, c'est un concours d'innovation qui a une partie interne et une partie externe. La partie interne va être le reflet, je dirais, de l'acculturation que EDF a depuis une dizaine d'années avec la démarche d'innovation. Et ben, la partie externe, c'est celle où je vous invite à contribuer. Rendez-vous donc à la prochaine session. Merci beaucoup. Nous venons d'avoir 2 témoignages de grands donneurs d'ordre qui nous ont décrit leurs initiatives. C'est peut-être le moment de passer la parole à l'autre face du partenariat, et donc plutôt les PME qui sont ici représentées par le pôle, hein, et Bertrand. Est-ce que vous pouvez nous compléter cette présentation d'initiative par celle que vous vivez, qui est probablement avec un angle ou un point de vue légèrement différent, même s'il n'est pas forcément contradictoire? Voilà, il n'est pas forcément contradictoire. Bonjour à tout le monde. Donc, je suis le délégué général du PNB, le pôle de l'industrie nucléaire. On ne dit plus pôle nucléaire Bourgogne, puisque la filière est quand même bien largement au-delà de la Bourgogne. On dit Bourgogne parce qu'on est né sur les terres, bourguignonnes, là où le général de Gaulle avait positionné la fabrication des éléments du réacteur. Voilà. Pôle de compétitivité, c'est quoi? C'est un écosystème, je vais l'appeler comme ça parce que c'est tellement mouvant que c'est compliqué à définir, mais c'est un écosystème dans lequel un certain nombre d'acteurs, alors on est un peu plus de 200 aujourd'hui, mais dont 170 industriels de toute taille, dont Areva, EDF, CEA, etc., mais aussi de plus en plus de PME et de TI, c'est-à-dire qu'on recouvre pas mal de gens de la filière, avec un certain nombre d'objectifs qui sont donnés dans mission dans les pôles de compétitivité, qui est celle, bien évidemment, d'augmenter la compétitivité par l'innovation, mais par l'accompagnement spécifique des PME, par la formation, par le développement des compétences, par l'accompagnement à l'international, par un certain nombre de sujets. L'objet des pôles important pour moi, il est celui d'arriver à développer de l'innovation collaborative. Alors, dans une filière nucléaire dont ce n'est pas la caractéristique principale, en tout cas structurellement d'origine, les choses ne sont pas toujours très simples, mais l'objectif du pôle, il est d'arriver par différents sujets, différentes manières, à arriver à l'émergence de projets collaboratifs qui font progresser la filière sur un certain nombre de sujets. Alors si on est né sur les terres bourguignonnes, sur la fabrication des composants du réacteur, on voit bien qu'on a un certain nombre de sujets sur la métallurgie. J'ai adoré les présentations ce matin, parce que finalement, il y a plein de choses qu'on fait. Et j'aurais voulu mettre, moi, plusieurs pions dans chacune des urnes pour pouvoir féliciter tout le monde. Voilà, donc métallurgie, soudage, procédés mécaniques, tout ce qu'on peut imaginer, les contrôles associés, puisque cette industrie a cette particularité que pour 3 heures de fabrication, il y a 1 heure de contrôle, en règle générale. Puis des techniques de maintenance et de déconstruction, puis un certain nombre de sujets sur le génie civil, parce que personne d'autre voulait s'en occuper. Mais finalement, le pôle a essaimé au-delà de son territoire d'origine et essaye, dans la mesure du possible, de développer cette interaction entre des grands acteurs, ou en tout cas les besoins des grands acteurs, et les possibilités, l'agilité, la souplesse, l'envie, la volonté d'investissement des PME ou des ETI. Je ne fais pas forcément la différence entre PME et ETI, parce qu'il y a juste une différence de moyens, mais on s'aperçoit que structurellement, la filière a été construite autour de quelques grands acteurs, et que finalement, ce qui est important, c'est ce qui j'allais dire, c'est de pouvoir permettre aux autres de trouver leur place. Voilà. On va peut-être passer rapidement sur les premières slides. Allez-y, continuez. L'idée suscitée, accompagner un projet collaboratif, on va passer. Je voudrais arriver tout de suite à un exemple particulier.
Alors, on pourrait présenter comme exemple de l'activité d'un pôle de compétitivité, celui d'arriver à susciter des projets qui intéressent un certain nombre d'industriels ou qui intéressent le parc, ou qui intéressent le CEA sur les futurs réacteurs, ou qui intéressent l'Andra sur son stockage de déchets. On peut trouver différents sujets. Donc, l'objet d'un pôle, s'il est celui de développer l'innovation collaborative, on a aussi quelques appuis avec l'État, puisqu'on est soutenu par l'État dans cette thématique-là. Et l'État amène encore dans les pôles la possibilité de financer et de subventionner le financement de collaboration industrielle et de recherche. Donc c'est loin d'être négligeable. On va passer tous ces éléments-là parce que sinon je vais être trop long. Je voudrais arriver à l'un des derniers exemples. Encore. Voilà, encore. Voilà. Donc j'aurais pu vous présenter 36 sujets. On a parlé de métallurgie des poudres ce matin. On fait énormément de choses dans ce domaine-là. On a des volontés de monter d'ailleurs un centre d'expertise de compaction isostatiques à chaud sur la Bourgogne un jour ou l'autre. Il y a différents sujets qui permettent soit de répondre à des thématiques rapides, soit même de proposer à des grands donneurs d'ordre d'aller plus loin parce que les industriels sentent que les sujets doivent aller plus loin. J'ai beaucoup aimé les présentations ce matin des différents intervenants parce qu'on montre bien qu'il y a un gap de compétitivité à gagner, et dans ce gap de compétitivité, ça veut dire changer un peu la donne, ça veut dire changer la manière d'aborder les sujets, et ça veut dire peut-être le moment d'investir et de mettre des moyens sur des sujets qu'on laissait un petit peu de côté jusque-là, ou en tout cas qui n'avaient pas les moyens nécessaires pour se développer. J'ai choisi de mettre un exemple particulier parce qu'il montre bien la démarche que peut avoir un pôle. On est parti d'une relation particulière avec un laboratoire du CEA, qui est les Castars. Mon objet n'est pas de définir ce qu'il y fait, mais il s'occupe de recherche sur le combustible. Et donc, dans sa volonté de modernisation de son laboratoire, il a décidé de faire appel au PNB pour mettre autour de lui un certain nombre d'industriels. C'est une quarantaine à l'époque, hein, on remonte à un peu plus d'un an, et montrer les 6 ou 7 enjeux qui étaient les siens. Et c'est cette visibilité qui a permis, je fais très court, on va passer à la suivante, cette visibilité qui a permis aujourd'hui de positionner un projet collaboratif sur lequel 9 acteurs travaillent activement pour le dépôt d'un dossier au FUI, donc au Fonds unique interministériel, qui devrait se faire le 22 avril si mes souvenirs sont bons, d'un projet qui s'appelle IROPSEL ou IROPSEL, je ne sais pas très bien comment il faut le dire, entre les uns et les autres c'est pas tout à fait la même chose, mais qui est celui on va passer à la dernière, s'il vous plaît, qui est celui d'un centre d'usinage innovant couplé à un robot destiné à différentes opérations de fabrication, c'est-à-dire une cellule chaude innovante, avec tous les éléments innovants en termes, j'allais dire, de contrôle, de robotique, de tout ce qu'on veut. Voilà. Et c'est un projet qui intéresse pas mal de gens, et avec l'objectif, bien évidemment, de le positionner comme un objet, j'allais dire, un objet d'innovation pour le laboratoire Les Castars, mais finalement de pouvoir en vendre partout dans le monde derrière, parce que c'est des sujets qui peuvent intéresser pas mal de monde. Voilà une manière d'opérer d'un pôle de compétitivité. Il peut y en avoir d'autres, il y a des choses plus simples, il y a des choses plus importantes. En règle générale, les acteurs avec qui on travaille n'aiment pas trop qu'on parle de leur sujet, mais je suis bien obligé de vous en présenter quelques-uns quand même. Voilà. Merci beaucoup Bertrand. On comprend avec cette présentation que la question est bien sûr plus large que grands groupes et PME, qu'elle inclut aussi d'autres acteurs qui constituent en partie l'infrastructure dont vous parliez en introduction. Benoît, on va maintenant passer la parole à Jean-Charles Guibert qui va nous parler du CEA bien sûr, mais aussi de Minatech. Très bien. Bonjour à tous. Oui, je vais vous parler du CEA sans vous parler de nucléaire, et finalement en montrant comment le CEA a essayé d'innover sur 2 axes. Un axe thématique, c'est-à-dire en se développant dans des domaines qui ne sont ni le domaine de la défense ni le domaine nucléaire, et d'autre part dans un domaine de maturité technologique, comment créer des sites sur lesquels on va depuis l'éducation supérieure, la recherche amont, jusqu'à l'industrie sur un seul site. Donc je crois que l'innovation aujourd'hui, c'est peut-être d'essayer de faire les présentations sur les slides des autres. Non, vous pouvez passer s'il vous plaît.
Voilà, donc ça, c'est les thématiques du CEA. Et slide d'après, s'il vous plaît. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder finalement quelque chose qui est utilisé de manière industrielle, de manière très large, maintenant de plus en plus dans la recherche, ce qu'on appelle les niveaux de maturité technologique, qui viennent des USA, de la NASA, qui va globalement de 1 à 10. 1 à 2, c'est les niveaux où travaille la recherche académique, gouvernementale ou université. Le privé, disons l'industrie elle-même, démarre souvent à un niveau 6, c'est-à-dire pré-prototype, après en allant en pré-production jusqu'à la production en volume. Il y a ce qu'on appelle le gap, toujours, ce qui est niveau 3-4, qu'on peut appeler preuve de concept, validation, recherche ou autre, qui était couvert pendant de très nombreuses années par les laboratoires centraux de recherche des grandes entreprises. Alors, dans le cadre du nucléaire et de la défense, bien entendu, le CEA était sur ces domaines-là. Et le CEA avait développé ses compétences et cette culture, ce qui est tout à fait essentiel. Et aujourd'hui, le transparent, disons, s'il vous plaît, si vous pouvez cliquer une fois, au niveau du CEA, finalement, le CEA, dans d'autres domaines que ces domaines technologiques et d'excellence, c'est-à-dire dans le domaine de l'électronique, de la santé, le diagnostic, dans le domaine des nouvelles énergies, s'est positionné à ce niveau-là pour faire une offre, disons, de recherche auprès d'un nombre d'industriels français, étrangers, mais pour finalement remplacer quelque part leurs laboratoires centraux de recherche. Le transparent, s'il vous plaît. Donc cette activité, ça s'appelle ce qu'on appelle les RTO, des organisations technologiques de recherche. La plus connue, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, le Fraunhofer, qui est extrêmement regardé. Il y en a un peu dans tous les pays, le VTT en Finlande, la voyez TNO en Hollande. Et finalement, cette entité qui au niveau du CEA s'appelle aujourd'hui CEATech, qui est une partie du CEA, au même titre que la partie défense ou que la partie nucléaire, aujourd'hui à plus de 4000 personnes, un budget conséquent qui est sur un business model qui vient bien sûr du public, mais en bonne partie de l'industrie, et qui génère des brevets, des startups, et s'il vous plaît, et très récemment les Américains, donc la semaine dernière Thomson Reuters, le grand gourou américain dans ce domaine-là, a classé l'ensemble des organismes mondiaux de recherche technologique, a classé le CEA numéro 1, devant les Fraunhofer qui sont le deuxième, et le Japan Science and Technology troisième. Ça montre simplement premièrement qu'en France, on a de la technologie et qu'on peut toujours être très efficace et arriver à coupler le fameux dilemme français, recherche pour l'industrie, tout en restant des chercheurs publics, ce qu'est le CEA. Alors c'est bien la culture CEA historique qui s'est déployée dans d'autres domaines. Alors avec qui nous travaillons, si vous avez des manettes, disons des joysticks de Free ou de Orange, beaucoup maintenant des capteurs de mouvement, les technologies qui sont dedans viennent d'une autre start-up. Si vous allez en Asie, souvent dans les aéroports, vous avez des capteurs qui regardent la température de votre face. Les capteurs sont faits à Grenoble par une de nos startups. Et si vous avez entendu parler tout à l'heure de l'IFAN, les batteries étaient faites aussi par ces structures-là. Donc, vous voyez, c'est faire des prototypes, valider des prototypes à partir de résultats de recherche et les transférer à l'industrie. Une autre façon de travailler aussi, s'il vous plaît, transparent d'après, c'était de se dire, est-ce qu'on peut réfléchir aussi à de nouveaux campus qui ne soient pas un campus de recherche, qui ne soient pas non plus un parc industriel, mais ce qu'on appelle aujourd'hui campus d'innovation. C'est ce que nous avons monté à Grenoble qui s'appelle Minatech pour les micro-nanotechnologies, avec un domaine d'application très très important. Donc vous voyez, ça paraît un ensemble de bâtiments, mais ce qui est intéressant, c'est que sur la même, dans un endroit où on se déplace tous à pied, vous avez une école d'ingénieurs de Grenoble INP avec un millier d'étudiants, des laboratoires académiques, ce qu'on appelle les UMR en France, c'est une unité mixte de recherche avec des personnels CNRS, des personnels universitaires. Vous avez et du personnel CEA à Mont, le LETIC, un institut à part entière du CEA qui fait de la recherche appliquée. Vous avez un bâtiment qui s'appelle Minatech Entreprise où on loue des locaux à des startups et à des grands groupes qui sont venus s'installer, faire la recherche, et un bâtiment qui sert aussi à faire de l'animation et à s'occuper de toute la partie valorisation, c'est-à-dire ingénieurs brevets, des gens qui s'occupent des contrats et des gens qui s'occupent des entreprises, et notamment des créations d'entreprises. S'il vous plaît, le dernier slide. Oui, donc, et passez-le entièrement, oui, s'il vous plaît. Et donc, voilà, top, merci. Sur ce site, aujourd'hui, on a réussi ce qu'on appelle la triple hélice, c'est-à-dire éducation supérieure, recherche, industrie, ce qui permet, on a des délégations, une par semaine, étrangères, qui viennent visiter pour savoir comment on a pu réunir ces 4000 personnes qui sont sur le même site. Un budget total, si on consolide, de 350 millions d'euros, ce qui est quand même conséquent, et avec une dizaine de startups créées par an, startups technologie, un nombre de brevets qui est à peu près de 400 brevets par an sur ce site. Et l'idée, c'est d'étendre ce modèle. Alors, on travaille notamment sur le plateau de Saclay, puis aussi sur d'autres sites éventuellement, sachant que l'environnement grenoblois est assez propice à ce type d'initiative. Mais ça montre là aussi que dans d'autres modes d'innovation, au niveau français, on peut aussi réussir des choses assez extraordinaires. Je vous remercie.
Merci à tous les 5. Alors, vous nous avez présenté de belles histoires avec l'enthousiasme et la passion qui vous animent. On peut peut-être aussi aborder les questions qui ne fâchent pas forcément, mais qui sont un peu l'envers du décor ou la réalité quotidienne de ces initiatives-là. Et je crois que ce qui nous intéresse également, c'est de comprendre ce qui a été un levier dans vos démarches respectives, puisqu'on comprend à vous entendre que ces démarches n'étaient pas naturelles. Bien sûr qu'elles s'inscrivent dans une histoire de l'innovation dans les groupes auxquels vous appartenez, mais on comprend bien aussi qu'elles ont apporté une certaine rupture, une certaine évolution. Donc qu'est-ce qui a été un levier pour favoriser ces évolutions-là? Et puis sur quoi vous avez buté, si vous avez buté, bien sûr, et comment vous êtes parvenu à dépasser ces limites-là. Alors, je me tourne en priorité vers nos amis d'Areva, d'EDF et puis du pôle, mais bien sûr, Benoît et Jean-Charles, vous aurez probablement des compléments à apporter. Qui se lance? Peut-être un mot sur pourquoi est-ce qu'on va se lancer, par exemple, dans une démarche d'essaimage. Un exemple très concret. Pourquoi est-ce que l'entreprise va mettre à disposition de la propriété intellectuelle à l'extérieur de l'entreprise? Donc là, on est typiquement sur, je dirais, un intérêt bien compris de plusieurs parties. D'une part, l'entreprise EDF est une grande entreprise, à une certaine surface, mais néanmoins, c'est un marché relativement limité si on le compare par rapport à un marché national, voire international. Donc, mettre à disposition des brevets à l'extérieur et créer des entreprises qui vont valoriser ces brevets et qui vont les industrialiser permet de fait pour une entreprise d'amortir l'investissement qui a été fait pour créer ces brevets, puisque l'amortissement va se faire sur l'ensemble des clients de la start-up, EDF évidemment, mais aussi l'ensemble des clients externes. Et donc on aboutit ici à un business model qui est tout à fait intéressant de plusieurs parties. Alors après, donc ça c'est la démarche inside-out. Après, on a la démarche outside-in. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir inviter des externes à participer à notre innovation? Bon, bah, évidemment, on a réalisé il y a bien longtemps que même si on avait une R&D qui était conséquente, avec plusieurs milliers de personnes, de chercheurs, l'ensemble du paysage français, européen ou international est une source extrêmement riche d'innovation. Et donc, la R&D de grands groupes aujourd'hui se positionne de plus en plus en tant que soit accompagnateur dans les dernières démarches d'industrialisation des produits innovants qui apparaissent sur le marché afin de les adapter aux besoins spécifiques éventuellement de l'entreprise, soit en tant qu'intégrateur d'un certain nombre d'innovations qui peuvent apparaître à droite, à gauche, pour fournir un produit qui, dans son ensemble, répond aux besoins de l'entreprise, mais qui s'appuie sur un nombre d'innovations issues de l'extérieur. Voilà, donc quelques raisons bien comprises pourquoi est-ce que nous nous ouvrons avec forte volonté. Très bien. Nathalie, alors sur les choses qui sont difficiles et qu'on dépasse, et celles qui servent de levier, comment vous y prenez? Les choses difficiles. Alors, on a eu de la chance, cette initiative, en fait, elle a été lancée pour concrétiser quelque part un engagement que la direction avait pris dans le cadre de la charte des entreprises à participation publique pour le développement des PME, françaises, et aussi après notre adhésion à l'Alliance pour l'Open Innovation. Donc voilà, l'État avait poussé ce genre de démarche, et il se trouve que nous, de notre côté, à l'époque à la R&D et l'innovation, on se rendait bien compte que le monde dans lequel on évoluait très vite, qu'on avait du coup besoin d'accélérer nos cycles d'innovation. D'un autre côté, chez Areva, on a des experts de très haut niveau, on a des technologues, des ingénieurs qui sont géniaux, on a des milliers d'idées, mais donc on a tendance, et on a toujours eu tendance à les développer en interne ou en partenariat avec le CEA, qui est quand même notre partenaire historique. Mais voilà, on se dit certains de nos besoins, ils sont rencontrés aussi dans l'aéronautique, dans la défense, dans l'automobile. Et donc, essayons plutôt de co-construire pour gagner effectivement dans nos temps de développement.
Et donc, la démarche, elle a été tirée un peu par ça, hein, c'est accélérer nos cycles d'innovation, co-construire les solutions de demain, c'est être plus agile, c'est être plus flexible, et donc c'est associer des solutions qui viennent de l'extérieur, qui sont déjà partiellement développées, pour permettre de se différencier plus rapidement, réduire nos coûts de développement aussi et livrer plus rapidement. Donc c'est un peu cette démarche-là qui a effectivement poussé le système. Mais dans le point, je vois bien, hein, on a parlé ensemble, donc je vois que la perche est tendue dans ce sens-là. On sait tout faire chez Areva, donc la difficulté, c'est vraiment de convaincre nos collaborateurs qu'on peut trouver des solutions à l'extérieur qui vont répondre à leurs besoins et que ça va leur faire gagner du temps, que ça va leur permettre de se consacrer à leur spécialité et à leur expertise, plutôt que de se diversifier peut-être d'une façon peu ou pas suffisamment organisée. Donc ça a été le côté communication interne est un sujet qu'il ne faut pas négliger. C'est très compliqué. Mais on a trouvé des solutions et des parades, hein, on en parlera tout à l'heure. Alors Bertrand, comment les PME qui sont un peu dans le syndrome de David et Goliath, dans les relations entre un grand groupe et une petite entreprise où les surfaces ont parfois des coefficients de 1000, 10 000, 100 000 hein, de taille, comment parviennent-elles à se frayer un chemin, une légitimité pour dépasser certaines des résistances que Nathalie vient d'évoquer? Voilà, je voudrais revenir peut-être, ouvrir les choses un petit peu plus largement. Vous m'aviez posé une question à laquelle j'ai réfléchi un peu, qui était celui des facteurs clés de succès de la relation entre les grands donneurs d'ordre et les PME. Parce que c'est un sujet auquel on est confronté malheureusement quotidiennement, avec des échecs, il faut le dire clairement, et puis quelques réussites. Donc on essaye de construire à partir de ces réussites. Je crois que dans ce qui a été dit ce matin, et ce qu'on peut retrouver en partie ici, c'est le besoin de partage d'informations. C'est l'idée de faire rencontrer la thématique, le sujet, la problématique, on appelle ça comme on veut, d'un grand donneur d'ordre, parce qu'on est obligé dans notre filière de partir de là, et puis d'arriver à lui trouver des solutions, des innovations, des réponses sous une forme ou sous une autre. Je pense que l'un des facteurs, c'est d'arriver à faire rencontrer ce besoin, cette envie, peut-être nouvelle, des grands acteurs de vouloir partager un peu plus largement que le cadre initial qui était celui d'un accord tripartite ou qui s'appelle les instituts maintenant, ou j'allais dire plus largement que la volonté de travailler historiquement entre quelques grands acteurs, et puis donc de faire rencontrer ces problématiques avec ces solutions. Je pense que ça c'est le premier sujet, c'est celui de visibilité. Le second, c'est d'adapter la collaboration au temps des PME. On l'a vu ce matin, on est dans une industrie de cycle long, voire de cycle très long. Hein. On partage ça avec quelques autres industries. Et le temps de la PME, ce n'est pas celui du cycle nucléaire. Voilà. Très clairement, en règle générale, si on a une vision de pouvoir faire rentrer de l'argent à 3-4 ans, on pèse le risque. Si c'est 6 ans, 10 ans, ça devient compliqué. Là, il faut un petit peu d'autres assurances. L'un des sujets aussi auxquels on est confronté en règle générale, et pour être sûr que les choses se passent au mieux, c'est d'arriver, on parlait de pays, moi je vais plutôt parler de partage intelligent de la valeur ajoutée, parce que la PME n'est pas forcément en volonté de saisir toute la propriété industrielle ou tout parti. Ce qui l'intéresse, c'est d'abord et avant tout un marché qui y est associé. Et donc il faut être assez souple de ce point de vue-là. Alors, les règles sont un peu rigides quand on travaille avec les gros, les conditions générales d'achat ne sont pas toujours très simples, et notamment sur ce sujet-là, mais on doit pouvoir trouver des solutions, et on voit bien que dans les sujets qu'on arrive à labelliser, à porter, à faire financer, mais finalement il y a quelques bonnes idées qui se retrouvent, et en règle générale la PME finit par trouver une bonne solution en disant moi je me prends les marchés sur cette partie-là, et toi tu te gardes l'API, paye l'API si tu veux, mais moi j'ai les marchés. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça peut se passer de manière intelligente. Plus largement aussi, pour que tout ça fonctionne, je crois qu'il faut passer, ça a été un peu dévoilé ce matin, mais c'est passer de cette idée d'une sous-traitance qui était celle historique dans le nucléaire, une sous-traitance de la filière, à une idée de co-traitance. Ça nous a été un peu montré par la filière aéronautique. Finalement, les quelques grands acteurs, ou N-1, ou N+1, ou N+2, ont fini par se prendre en main, co-investir, prendre des risques avec un grand acteur ou avec des grands acteurs.
Et finalement, il faut passer un petit peu dans cette logique. Bon, et puis, last but not least, on souffre cruellement, contrairement à d'autres filières, on souffre cruellement de l'absence de moyens dédiés pour une industrie qui est la troisième industrie, qui est une des premières sur la valeur ajoutée aussi. Finalement, les fonds disponibles pour l'innovation collaborative sont assez faibles. Et on n'a pas encore pris conscience dans la relation grand donneur d'ordre sous-traitant ou grand donneur d'ordre ou j'allais dire grands acteurs PME ou ETI qu'il y avait peut-être quelque chose à faire dans ce domaine-là. Voilà, c'est un petit peu ce qui permettrait d'avancer correctement. Et puis après, on pourra parler des freins qu'il y a parce qu'il y en a quand même derrière cette vue un peu idyllique, il y a quand même pas mal de freins. Alors, avant de revenir sur les freins, qui feront peut-être l'objet de questions de la salle tout à l'heure. Je pense on peut créer tous les outils qu'on veut. La partie culture est tout à fait essentielle. La culture, la France veut se comparer souvent à la Silicon Valley, à l'Allemagne, au Japon ou autre. Il y a une culture française très spécifique, donc il faut savoir ce que font les autres, benchmarker, aller prendre des indicateurs et ensuite adapter les bonnes pratiques à sa culture tout à fait spécifique. Ça me paraît essentiel. Et ne serait-ce qu'en France, je vois, bon, étant basé sur Grenoble et sur Paris, et voyageant pas mal en France, et on parle beaucoup de Grenoble aujourd'hui, quelque chose que je montre à tous nos visiteurs étrangers, à Grenoble, sur les 4 derniers maires, il y en a 3 qui étaient ingénieurs. Et 2 qui sortent du CEA d'ailleurs. Voyez, ça fait aussi une culture très très spécifique dans une ville qu'on ne retrouve pas dans une autre ville où les maires sortent d'un milieu d'avocats ou alors d'un milieu de commerce. Voyez, et les écosystèmes, c'est tout à fait essentiel. Tout le monde parle d'écosystème et d'innovation, mais finalement personne ne se rend compte. C'est un élément tout à fait essentiel qui se bâtit dans la durée. Et il faut avoir des visions dans la durée, ce qui malheureusement n'est pas toujours le temps des politiques ni des entreprises. Confirme tous ces éléments-là. L'environnement politique est quelque chose d'important aussi. Si les choses sont nées au Creusot et à Châlons, c'est aussi parce que les politiques, historiquement, ont gardé pendant tout l'hiver nucléaire où la fabrication des composants a quand même été difficile. Il y a quand même un certain nombre de politiques qui ont maintenu, tout comme EDF a maintenu quelques commandes, mais les politiques ont maintenu sous perfusion un certain nombre d'entreprises qui permettent aujourd'hui de continuer à construire. Sinon, EDF ferait des centrales avec un design autre. Merci à toutes et tous. On a un petit peu de temps pour passer à un échange avec la salle ou à des questions que vous souhaiteriez leur poser, ou des approfondissements, ou des commentaires, des remarques. On a quelques minutes pour cela, donc je pense qu'on peut faire passer un micro. Ouais. Bonjour, Ralph Cartman Coris. On a parlé beaucoup innovation, donc plutôt technique. Et on sait tous que ça coûte de l'argent et on devient uniquement heureux si on trouve un client. Donc je voulais savoir si vous avez des conseils à donner, quels sont les montages qui marchent le mieux pour vraiment faire un business, quoi, en fait, pour ce qui est développé ensemble. Bon, il y a un tas de cas de figure différents. Hein. Si vous revendez plutôt en interne, comme vous avez dit tout à l'heure, je comprends bien que le business est plutôt packagé dans le montage, mais si la petite PME qui fait l'innovation avec vous doit revendre elle-même en fait le développement, étant dans une PME, c'est souvent quand même très très difficile pour une PME de soutenir en fait la durée du développement commercial. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui soutiennent aussi les PME dans la partie vraiment valorisation auprès des clients tiers? Alors, je vais peut-être donner juste un exemple que nous vivons en ce moment d'une PME, justement une start-up, ils sont 8, qui ont développé un produit, alors dans mon domaine, en cybersécurité, qui je pense devrait être un TRL 7 approximativement actuellement. Nous avons fait un pari, nous pensons que c'est une technologie qui peut être pertinente, intéressante, et donc nous les accompagnons pour monter en TRL. Arriver à 8, bon, on verra. Et je dirais rien que le fait que EDF fasse le pari sur cette entreprise et mette son nom avec un contrat d'accompagnement pendant 1 an a permis à cette entreprise de lever des fonds et donc de leur permettre de croître, et à la fin de l'année, si tout se passe bien, il devrait être une 20aine. Ce qui nous permet d'avoir une entreprise qui a une plus grande pérennité, et ce qui, elle, lui permet d'aboutir à une solution à la fin de l'année. Voilà.
Oui, en fait, j'avais une question un peu similaire, mais complémentaire, c'est d'aller, notamment pour les startups, parce qu'on a parlé des PME, des startups, mais c'est pas forcément la même chose. Les PME, elles peuvent avoir la capacité de vivre dans des cycles un peu plus longs. Donc c'est un complément de question, c'est ok, on arrive à un TRL 9, mais ça ne veut pas dire que la technologie est déjà déployée. On sait qu'il y a des cycles longs, y compris pour la qualification, etc., qui peuvent prendre jusqu'à plusieurs années, jusqu'à 10 ans. Et donc, est-ce que cet accompagnement, pour des startups qui ont besoin d'avoir du retour sur investissement, est-ce qu'il va au-delà de ce dont vous venez parler? Est-ce qu'il y a d'autres mécanismes en fait, qui permettent à des startups de pouvoir attendre vraiment le vrai retour sur investissement, c'est-à-dire le déploiement de la technologie, notamment sur les centrales? Oui, c'est une question pas simple, parce que si on peut montrer des beaux exemples, on peut montrer aussi tout le reste qui n'a pas fonctionné. Malheureusement, c'est souvent la partie immergée de l'iceberg. Je crois qu'une des difficultés qu'on rencontre, ça permet de reparler un petit peu des freins, mais une difficulté qu'on rencontre dans l'achat d'innovation des grands groupes, et spécifiquement de ceux qui sont soumis à la commande publique, je vise pas du tout mes voisins, mais bon, vous avez compris, c'est qu'en règle générale, quand vous passez de la partie de R&D ou d'innovation à la partie d'achat, il y a des choses qui se passent moins bien en règle générale, et d'autant plus que vous êtes une PME, voire une TPE. Bon. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, EDF en est conscient, le CEA en est conscient aussi, et donc il y a des travaux qui sont menés au sein du comité stratégique de filière nucléaire, dans la partie R&D, où on essaye de lancer un certain nombre de sujets qui vont permettre de passer sous une forme avec des go-no-go techniques et go-no-go financiers bien évidemment, mais qui permettraient d'aller non pas jusqu'à la démonstration technique, mais jusqu'à une première installation, ce qui permettrait de sécuriser un certain nombre d'innovations. Alors cette démarche a démarré, elle est pour le moment expérimentale. On a deux sujets, l'un avec le CEA, l'un avec EDF. J'ai signé des NDA, donc je ne peux rien dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est en cours, et on attend beaucoup de cette nouvelle expérience, parce que ça permettra peut-être d'apporter une réponse à cette sécurisation. On a le temps pour une dernière question, où on cède la place aux startups qui vont se succéder ensuite. Oui, vous avez parlé d'un certain nombre de domaines d'intervention, de petites et moyennes entreprises, de start-up. À quel champ d'innovation vous limitez-vous? Est-ce que vous remettez en cause les concepts plus généraux des objets sur lesquels vous travaillez, par exemple la filière de réacteurs nucléaires? Est-ce que vous êtes susceptible d'intervenir dans ces domaines, ou bien est-ce que vous considérez qu'à un certain stade de globalité, ce n'est plus votre champ d'activité? Je peux répondre sur ce qu'on fait dans le cadre d'Areva Innovation PME. C'était ça le point, ou n'importe? Oui. Nous, dans le cadre d'Areva Innovation PME, on a des budgets qui sont aujourd'hui un peu limités, et donc on va travailler sur des innovations qui sont plutôt des innovations que l'on va associer à nos projets pour répondre plutôt aujourd'hui aux besoins de nos usines, de nos équipes, de nos fonctionnements. Donc on est en innovation de performance, on travaille sur notre compétitivité, amélioration de la productivité par exemple. On n'a pas trouvé aujourd'hui une PME ou une start-up qui venait avec une solution de nouveaux réacteurs. Je pense que ça existe aux États-Unis, on ne l'a pas eu encore en France. Aujourd'hui, j'aurais pas le moyen de peut-être financer ce sujet-là, mais si on a des sujets comme ceux-là qui se présentaient, on les instruirait. Si on parle de nouveaux designs ou de nouveaux réacteurs, il y a bien une entreprise qui n'est pas une PME qui essaye désespérément de faire reconnaître un SMR sous l'eau, hein, pour ne parler que de celui-là. Voilà. Donc, c'est pas des sujets très simples. En règle générale, les grands acteurs ont verrouillé un certain nombre de sujets et qui, eux, ne seront pas collaboratifs ou collaboratifs entre quelques-uns. Ça en fait particulièrement partie. Voilà. En revanche, toute l'intelligence est de pouvoir apporter
à différents niveaux, qu'ils soient sur la performance du parc très rapidement, parce que le besoin d'Areva, il est surtout de retrouver une capacité financière rapide, hein, voilà, par exemple. On peut trouver avec d'autres acteurs la volonté d'aller un petit peu plus loin. Alors Areva avec le CEA sur Astrid, bon, c'est un réacteur du futur aussi. Ça permet, dans le cadre d'un pôle de compétitivité comme le nôtre, d'avoir eu des réunions avec eux et de faire en sorte de dialoguer entre des entreprises à taille plus petite, qui a permis d'ailleurs d'augmenter le nombre de signataires entre le CEA et un certain nombre d'entreprises pour le développement d'Astrid. Voilà. Donc il y a une voie plutôt médiane à votre question. Merci beaucoup. On peut les applaudir une dernière fois. Vous pouvez regagner